L'endroit où nous sommes a été appelé le Mangeur d'Hommes. On a également parlé du Mont de la Mort. Le site vosgien du Vieil-Armand, situé à une trentaine de kilomètres de Mulhouse, a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes, les plus dramatiques de la guerre 14-18. Ici, 30 000 soldats français et allemands sont morts pendant la Grande Guerre. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Un lieu, une histoire. Nous sommes presque à 1000 mètres d'altitude. Ce Hartmann-Wielerkopf, c'est le nom allemand du Vieil-Armand et l'un des derniers contreforts des Vosges. Il domine très largement, vous le voyez derrière moi, la majestueuse plaine d'Alsace. L'Alsace, toujours allemande en 1914, l'Alsace annexée depuis 1870, une province que la France veut reconquérir à tout prix. Bonjour Gilbert Wagner. Bonjour monsieur. Cette bataille du Hartmann-Wielerkopf, elle commence quand exactement? Au tout début de la guerre, on est en décembre 1914. Ces combats ont commencé petit à petit, tout fin décembre 1914, le 28 exactement. Une petite troupe s'est établie sur le sommet du Hartmann-Wielerkopf, mais évidemment les Allemands aussi. Et c'est comme ça, par des escarmouches qui se sont rencontrés. Et de plus en plus, des combats de plus en plus précis, de plus en plus durs, âpres, tout le mois de janvier 1915. Alors ce qui est tout à fait remarquable sur ce champ de bataille, c'est qu'il est extrêmement réduit. On a parlé presque d'un théâtre de poche de cette bataille du Vieil-Armand. Absolument. Très réduit, environ 4 km², très concentré. Tout est concentré là-haut. Les tranchées, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, étaient espacées des fois de 15 à 20 mètres. En même temps, les dégâts étaient extrêmement importants ici, sur cette petite montagne qui, vue de la plaine d'Alsace, ne nous fait pas penser à une montagne aussi triste. Il n'y a pas eu de gain de terrain ici. Très très peu. On avançait de 100, 200 mètres, 300 mètres, on reculait de 300 mètres, on avançait encore une fois de 300 mètres, ainsi de suite. Le sommet a été perdu et repris 8 fois. Ces combats ont duré jusqu'au 8 janvier 1916. Ensuite, ils se sont calmés, ils se sont partagés ce sommet, si l'on peut dire ainsi, et c'est les constructions qu'on voit encore aujourd'hui qui ont commencé. Alors on dit que le 11 novembre 1918, c'est-à-dire le jour de l'armistice, eh bien, les soldats, côté français comme côté allemand, sont sortis de leurs réduits, sont sortis de leurs tranchées et ont fraternisé, c'est vrai? Fraterniser, c'est peut-être pas le mot, mais ils ont échangé quelques mots quand même. Ils se sont échangés quelques cigarettes, quelques cigares, du pain blanc, parce que du côté allemand, ça n'existait pas. Merci Gilbert Wagner. Ce site de la Grande Guerre possède une autre caractéristique, son extraordinaire organisation. Que ce soit du côté français comme du côté allemand, eh bien, on a creusé des tranchées, on a bâti des forts, on a électrifié le champ de bataille. Aujourd'hui encore, de très nombreux vestiges de cette extraordinaire organisation sont toujours visibles. Voilà, il suffit d'une vingtaine de minutes de marche seulement pour arriver jusqu'ici. Ici, nous sommes au sommet de ce fameux Hartmann-Wielerkopf, cette colline qui domine cette plaine d'Alsace. Bonjour Jean Klinkert. Bonjour, bienvenue au sommet. Merci, un sommet où l'on découvre ce paysage extrêmement tourmenté. Là, on vient de voir une tranchée, ici une casemate française. À 50 mètres, une fortification allemande. C'est incroyable, on voit bien que la ligne de front ici, sur ce sommet, eh bien, elle est extrêmement étroite. Elle est très étroite et elle a été ainsi stabilisée de 1916 à 1918. Un premier aménagement, cette espèce de coupole en acier, qu'est-ce que c'est? Alors il s'agit d'une coupole blindée française qui a été en place entre 1916 et 1918 et qui permettait aux guetteurs français et notamment aux troupes alpines d'observer la ligne de front et notamment la zone allemande, distance de 50 mètres.
Alors en effet, ce site sommital était stratégique pour les deux camps. L'Allemagne était en position défensive et en fait les troupes françaises en position d'attaque, et tout cela parce que ce sommet constitue un superbe observatoire sur la plaine du Rhin, sur la forêt noire, et aussi pour les Français une position d'artillerie qui aurait permis donc de bombarder les liaisons ferroviaires et routières de l'époque entre Mulhouse et Strasbourg. Donc il faut imaginer ce paysage autour de nous sans arbres, puisqu'à l'époque la nature n'avait pas encore repris le dessus. Au début de la Grande Guerre, c'était un massif boisé, comme nous le découvrons aujourd'hui, et ensuite, compte tenu des bombardements d'artillerie, des attaques successives, mais la montagne a été pelée très longtemps, et la nature a repris le dessus à partir des années 50. Nous entrons dans les lignes allemandes, qui s'appelle la Dora, qui a été conservée en l'état ainsi depuis 1916, avec des abris, comme ici à droite, en tôle et en ferraille. Et donc la particularité de ce champ de bataille, comme vous le constatez, c'est un champ de bataille de moyenne montagne, et ce front des Vosges était le seul champ de bataille de montagne de l'ensemble du front de l'Ouest qui allait de la mer du Nord à la frontière suisse. Et là, justement, nous avons, M. Klinkert, eh bien, un exemple de ces fortifications, j'allais dire, aux techniques assez astucieuses. Oui, une technique de fortification astucieuse et somme toute bon marché. Des sacs de jute remplis de ciment et de chaux qui sont déposés et empilés sur, je dirais, le site que l'on veut fortifier. Et ensuite, avec la pluie, la neige, le gel et l'humidité, ces sacs étaient pétrifiés et sont aujourd'hui encore durs comme la pierre. On voit beaucoup de ferraille, beaucoup de barbelés. Il en reste encore beaucoup de ces vestiges de cette bataille d'il y a 100 ans. Mais bien sûr, aujourd'hui encore, quand nous effectuons ici des travaux d'entretien, voire de mise en valeur touristique, nous sommes assistés d'une équipe de déminage qui permet de sécuriser le site, et d'autre part aussi, il faut rappeler que des corps, que ce soit français, que ce soit allemand, reposent encore ici, et donc c'est aussi un cimetière. Sur ces pentes abruptes des Vosges, il y avait côté français les diables bleus, autrement dit les chasseurs alpins, mais il y avait également les diables rouges, ces fantassins du 152e régiment d'infanterie qui connut ici même des jours de gloire et de souffrance. Le monument que vous voyez derrière moi et qui domine la plaine d'Alsace leur rend toujours hommage. Bien des années plus tard, Jean-Marie Bockel a servi dans ce même régiment et il nourrit toujours un intérêt tout particulier pour ce site du Vieil Armand, un symbole patriotique bien sûr pour le sénateur du Haut-Rhin, mais également un message fort pour l'avenir. Bonjour Jean-Marie Bockel, 30 000 soldats, tant français qu'allemands, sont morts ici sur ce champ de bataille. Est-ce que selon vous, cette bataille du Hartmann-Wielerkopf a la place qu'elle mérite dans la grande histoire de la Grande Guerre aujourd'hui? Peu à peu, bien sûr, c'est pas Verdun, c'est pas la Somme, la période de combat intense avant que le front ne se fige a duré une grosse année au début de la guerre. Et donc c'est un moment où le sort de la guerre ne s'est peut-être pas joué, il s'est joué plus tard. Mais ça a été quand même aussi des combats terribles, de montagne. Et aujourd'hui, je crois que ici, tout à côté de l'Allemagne, c'est un cimetière commun avec des soldats
des deux camps de l'époque. Je pense que ce lieu est un très très beau symbole. La ligne de front n'a guère bougé au cours de ces 4 ans de guerre. Finalement, ces 30 000 morts, ces 30 000 victimes seraient morts pour rien. Je n'emploierai pas cette expression d'inutilité parce que ici, symboliquement, c'est pendant les 4 années le front qui a tenu sur l'Alsace. Et l'Alsace-Lorraine était l'enjeu de cette guerre. Et moi qui suis alsacien, nos familles, je parle de mon grand-père, c'était des patriotes, ils espéraient, ils attendaient ce retour vers la mère patrie. Tout ça, c'était fort dans l'esprit de l'époque. Donc, au fond, ça avait une valeur à la fois symbolique, mais également de maintien. De tenir bon face à la contre-offensive allemande qui, dans le contexte de l'époque, y compris au niveau, je dirais, du moral et des troupes et des populations, a joué un rôle. Et puis tous ces morts symbolisés par toutes ces croix, c'est aussi le sang versé, même s'il y a eu encore une guerre après, mais qui symbolise aussi cette nécessité de réconciliation franco-allemande qui est une réalité aujourd'hui. Alors il y a 100 ans, eh bien, on s'entretuait sur ces pentes vosgiennes. Aujourd'hui, vous le rappelez, c'est l'amitié franco-allemande qui perdure et qui dure. Quel formidable parcours depuis un siècle. Oui, ça montre par rapport à tous les malheurs du monde que le mieux, le rapprochement, la réconciliation, la fraternité, même dans les pires moments, ça doit rester une perspective. Et puis des lieux de commémoration comme celui-là, avec ce mémorial, tout ça c'est aussi des messages qu'on passe aux jeunes générations. Nous vivons le moment pour ces guerres, pour ces commémorations, et particulièrement 100 ans après celle de 14, où on passe de la mémoire à l'histoire. Il n'y a plus de témoins vivants, et pourtant il faut que le message passe. Voilà ce que furent ces champs de bataille, voilà ce que fut l'Europe et voilà ce qu'elle est aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi ça l'Europe. C'est le rappel que l'Europe, c'est d'abord l'Europe de la paix. Ici, on sent battre le cœur de l'Europe de la paix sur les traces d'une guerre terrible. C'est bien un nouvel esprit de paix qui plane désormais sur ces lieux martyrs. C'est la fin de cette nouvelle édition d'Un lieu, une histoire. Merci de votre fidélité.